Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la FAQ de fin d'année, la traditionnelle. Alors, bon réveillon à toutes les personnes qui regardent cette vidéo juste au moment de sa sortie, c'est-à-dire avant la fin d'année 2022. Et bonne année à tous ceux qui la regarderont après, que vous soyez en lendemain de soirée ou en train de débuter votre année, ou même pour ceux qui la regarderont plus tard. On va en discuter un petit peu, mais je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera bonne pour vous. J'espère que 2022 vous a un peu épargné. On va en discuter, mais j'ai l'impression quand même que de manière générale la vibe n'a pas été hyper positive, donc voilà. Je voulais vraiment vous envoyer toutes mes meilleures ondes pour ce nouveau départ. C'est effectivement un truc très symbolique, mais on va s'accrocher, on va essayer d'y croire. Alors je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions que vous pouviez avoir, je les ai compilées parce qu'il y en a quand même beaucoup qui revenaient assez souvent, plus ou moins sous des formes différentes, mais la thématique était assez générale, donc plutôt que d'afficher une personne ici avec un petit encart, je préfère tout reprendre de manière plus générale et puis j'espère que votre question aura été sélectionnée. J'ai pas pu répondre à absolument tout malheureusement parce qu'il y en avait quand même beaucoup. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Avant ça, je voulais juste vous remercier pour toutes les personnes qui ont profité de ce petit espace questions pour me faire des suggestions de vidéos. Je vais pas répondre une à une à est-ce que tu vas traiter telle affaire, est-ce que tu vas parler de tel truc, etc. Mais ne vous inquiétez pas, sachez que tout a été noté. J'ai une énorme liste dans mon téléphone de toutes les suggestions qu'on me fait. Donc voilà, si jamais la vôtre n'était pas encore dans cette liste d'idées, sachez que ça a été ajouté. Pour toutes les questions aussi qui concernent mes études, que ce soit en psychologie ou en criminologie, j'en ai eu plusieurs. Je vous avais fait déjà 2 vidéos pour vous parler de mon parcours, donc je vous mettrai les liens juste ici. Je vous laisserai aller les voir, je vais pas non plus trop revenir là-dessus étant donné que ça va être un petit peu redondant. Et puis, avant de commencer, dernière petite chose, parce que c'est assez revenu très souvent, je voulais répondre en premier à cette question. Est-ce que je vis maintenant de mon travail sur YouTube ou est-ce que j'ai un travail à côté? Eh bien oui, YouTube c'est mon métier, donc c'est comme ça que je gagne ma vie, et non, je ne travaille pas en tant que psychologue à côté. Allez, on va pouvoir tout de suite attaquer avec vos questions, et l'immense majorité a tourné autour de... on va dire quels étaient mes projets et comment j'envisageais la suite sur les différentes plateformes où je me trouve. Alors, la première question qui est beaucoup venue sur quels étaient mes projets pour 2023, est-ce que je comptais écrire à nouveau un livre, publier à nouveau un livre? Je peux pas énormément vous en dire, mais sachez que normalement en 2023 il y aura effectivement quelque chose du côté de l'écriture que je vais commencer d'ailleurs vraiment à attaquer là tout début janvier. J'espère que j'arriverai à maintenir un rythme correct avec les vidéos sur YouTube, les lives sur Twitch, ma présence quand même sur les réseaux, répondre à vos messages quand vous m'en envoyez, plus travailler sur ce gros projet qui va devoir être fait dans le rush pour pas vous le cacher. C'est possible qu'il y ait un tout petit peu moins du coup peut-être de vidéos et de live sur les 2-3 premiers mois de l'année parce que je vais devoir me mettre à fond dans l'écriture justement, mais ça va être trop bien, j'ai trop hâte du coup que vous découvriez ce projet. Vous avez été nombreux aussi à me demander si je comptais me lancer dans le podcast. Alors que ce soit adapter mes vidéos en podcast ou vraiment lancer un podcast, je pense que c'est 2 choses différentes. Adapter mes vidéos en format podcast, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé et je vous avoue que je sais pas exactement où j'en suis à ce niveau-là. Je sais pas, je sais qu'il y a moyen assez facilement de transformer en fait toutes mes vidéos en audio pour les mettre sur des plateformes de podcast, ce qui permettrait effectivement de pouvoir les écouter sans forcément passer par YouTube, mais je me pose vraiment la question de est-ce que le format est vraiment adapté, est-ce que ce serait pas bizarre d'avoir vraiment ce format podcast qui a pas été réfléchi et pensé pour. C'est une question que je me pose, alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous ça vous gênerait pas du tout d'avoir vraiment juste les versions audio. Je pense que je peux faire un test et puis créer peut-être une chaîne vraiment genre adapter tout simplement mes vidéos comme ça. Et après, la création d'un podcast en soi, c'est vraiment un énorme travail. C'est quelque chose qui a forcément été réfléchi en fait depuis l'année dernière, depuis début 2022, pardon, j'ai du mal à parler. C'est un énorme boulot et comme vous l'avez compris, là les prochains mois vont déjà être bien occupés, donc on verra. C'est pas du tout hors de question, mais si je le fais, j'ai envie que ce soit vraiment bien fait, puis d'apporter quelque chose de nouveau et tout ça. Donc moi j'ai mes idées, j'ai déjà pu en discuter aussi avec d'autres personnes dont c'est vraiment le métier. C'est pas inenvisageable, mais pour l'instant on va dire que c'est pas ma priorité.
Idem pour les personnes qui m'ont demandé si j'avais un projet d'adapter plus ou moins mon format à la télévision. C'est quelque chose qui demande énormément de travail. Là aussi, c'est des choses que j'ai réfléchi et déjà commencé plus ou moins à travailler, enfin à imaginer qu'est-ce que je pourrais proposer, mais là aussi en fait on va attendre, on va faire les choses bien, vous le savez, moi je préfère vous faire des choses vraiment complètes et correctement faites plutôt que de balancer quelque chose qui serait un peu bâclé. Donc évidemment que si un jour j'ai l'occasion de faire un super beau projet avec la télé, pourquoi pas, mais parfois on me propose de participer à des trucs, mais je sais que genre je serais pas forcément ni une plus-value parce que j'ai pas un œil suffisamment expert, que j'ai pas envie en fait de passer à la télé juste pour passer à la télé, très honnêtement. J'aime bien aussi ma liberté sur YouTube, donc si ça devait arriver, sachez que ce serait vraiment un projet que j'aurais réfléchi de A à Z, et je veux pas juste être genre juste un invité ou un élément rajouté si le projet ne me convainc pas. Et voilà, donc encore une fois, comme le podcast, c'est pas du tout hors de question, mais c'est pas la priorité absolue là dans les mois qui arrivent. Après on verra, en 2023 on va avoir 12 mois devant nous, donc qui sait, j'espère qu'il y aura des nouvelles choses qui s'amèneront et qui pourront évoluer, ça ce serait trop bien. Mais encore une fois, je veux faire les choses vraiment bien et pas à me lancer absolument dans tous les sens, même si j'ai un petit peu cette tendance, comme vous l'avez vu. Je préfère essayer déjà de me concentrer à bien consolider les choses que j'ai déjà commencé à travailler avec vous et ce qui fonctionne, et puis on verra pour la suite. Pour ce qui est des deux plateformes sur lesquelles je suis présente, alors je vais commencer peut-être par la nouveauté de cette année 2022 qui a été Twitch. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent sur Twitch, ça fait trop plaisir. J'ai pas nécessairement envie pour l'instant de vous promettre trop de choses non plus, parce que comme vous l'avez compris, hein, j'ai déjà beaucoup de choses sur le feu. Twitch honnêtement ça a été un petit peu l'espèce de bouffée d'oxygène, vraiment le moment très détente et quelque chose que j'ai complètement découvert, à savoir faire du direct, donc vraiment animer un live. Et puis un petit peu explorer d'autres choses, faire du jeu vidéo, faire de la discussion sur d'autres choses que du true crime. J'adore honnêtement ce que je fais sur Twitch, ça me plaît trop, j'adore la communauté qu'on a créée là-bas, c'est très bienveillant, c'est vraiment un espace hyper safe pour pouvoir parler de plein de sujets. Alors il y a vraiment des fois où on va parler de trucs hyper légers, d'autres fois où on parle de trucs beaucoup plus sérieux, mais c'est un truc que je kiffe vraiment. Et je dirais que sur Twitch, ce que j'aimerais faire déjà, c'est réussir à peu près à maintenir ce qu'on a. Là, ça me va très bien, et 2 fois par semaine, je trouve que c'est déjà un rythme, genre c'est sûr que j'arriverai pas à faire plus, dans le sens où j'ai quand même beaucoup d'autres choses à côté. Mais par contre, si j'arrive déjà à maintenir au moins 1 fois par semaine, voire les 2 fois, ce serait top. Et le truc que j'aimerais essayer d'apporter peut-être, ce serait un petit peu plus souvent organiser des trucs très interactifs avec vous. On l'a fait déjà par 2 fois, on a fait des petits quiz avec ma boîte de jeux, et j'aimerais bien organiser d'autres trucs dans ce genre, des petits jeux à faire avec pourquoi pas des trucs à gagner et tout, ça me plairait bien. Et puis créer encore un peu plus d'interaction. L'objectif honnêtement pour 2023, ça va être surtout de continuer sur la lancée que j'ai eue en 2022 qui était du tâtonnement, et de professionnaliser un petit peu ce que je fais sur Twitch. Je vous en ai déjà parlé à ceux qui me suivent là-bas, hein. Ça va être en passant par avoir un vrai overlay, avoir des nouveaux emotes, des gens qui auront vraiment bossé, enfin tu sais, des graphistes et tout que j'aurais embauché pour le faire, et puis voilà, continuer sur ce rythme parce que ça me fait du bien honnêtement d'avoir ce côté hyper spontané, et où quand je me connecte, je sais jamais exactement quelle tournure va prendre la soirée. Et jusqu'à présent, en fait, j'ai toujours fini ravie. À chaque fois que j'arrête le live, je suis trop contente. Ça m'a physiquement souvent un petit peu fatiguée parce que tu parles quand même en continu pendant des heures, mais c'est je sais pas, une espèce d'euphorie qui est vraiment trop cool. Et voilà, j'espère que vous, ça vous plaît pour ceux qui me suivent, et puis que peut-être cette vidéo sera l'occasion pour d'autres de découvrir que oui, je suis sur Twitch. Concernant YouTube maintenant, je vais être très honnête avec vous, je suis très contente de ce qui se passe sur YouTube, sur ma chaîne depuis maintenant plus de 4 ans, et l'évolution en fait que cette chaîne a prise. Je me vois pas spécialement aller chercher beaucoup de nouveautés et de
toujours plus, essayer d'insérer encore des nouveaux formats, d'aller tester des choses parce que, encore une fois, je me répète beaucoup, mais comme il y a beaucoup d'autres trucs à côté, c'est un petit peu aussi ma stabilité, puis c'est mon métier. J'espère vraiment réussir à continuer le rythme de une vidéo par semaine le plus possible, avec quand même des petits jokers pour me libérer un peu de temps en temps pour bosser sur d'autres trucs. C'est même pas une question de quand je fais sauter une vidéo, c'est pour prendre du temps pour moi. Généralement, c'est même pas ça. Et c'est plus pour travailler sur des gros projets que vous voyez pas tout de suite mais qui naissent après. Moi j'ai bien aimé honnêtement le bilan de cette année en vidéo. J'ai été très contente de pouvoir continuer sur principalement des affaires criminelles en particulier dont je vous parle, de temps en temps des petites vidéos un peu plus globales genre cours de criminaux sur un sujet, et puis même parfois m'éloigner un petit peu plus et vous parler de choses où honnêtement je savais pas trop comment vous alliez les accueillir, mais quand je vous ai parlé de Billy McFarland par exemple qui est vraiment plus du côté de l'escroquerie, ou quand je vous ai parlé de LDC avec ma collaboration avec L214 où là vraiment on est parti dans autre chose encore, je m'attendais pas à avoir des retours aussi positifs de votre part, donc ça m'encourage beaucoup à essayer de continuer à aller sur ce genre de choses. Ça fait très longtemps que je vous ai pas refait une vidéo qui mêle un petit peu glauque, crime et art, mais j'aimerais trop continuer aussi sur ces choses-là, mais de manière très ponctuelle. Et puis pourquoi pas, j'ai vu que vous aviez beaucoup aimé les threads qu'on a fait à Halloween, donc je me dis que de temps en temps je pourrais aussi amener ça. Plutôt moi je partirais sur des threads quand même inspirés vraiment de faits réels, mais j'ai vu que même la petite ouverture une fois de temps en temps comme ça en petit bonus sur un truc qui a été finalement une fiction, ça n'avait pas l'air de vous déplaire aussi, donc je sais que je peux un petit peu aller m'amuser sur ces choses-là, mais j'ai pas envie de révolutionner totalement ce qui se passe sur ma chaîne. Je trouve que ça fonctionne bien, j'ai des bons retours, vous avez l'air d'être content, donc moi déjà je trouve que c'est un bel objectif que de me dire que j'ai envie de continuer sur cette lancée, et j'espère que ça vous conviendra aussi. Donc là j'espère que j'ai répondu à peu près à toutes les questions que vous aviez vraiment sur comment je voyais 2023 et mes projets pour tout ce que je suis en train de faire, que je vous ai déjà montré. Vous avez été aussi beaucoup à me demander si je comptais faire des tutos make-up. Alors j'ai toujours dit que je voulais pas spécialement en faire et je continue à peu près sur cette lancée. Néanmoins j'ai testé une fois il y a 2 semaines à peu près sur TikTok, donc un format assez court, je crois que la vidéo faisait 4-5 minutes. Je me dis que de temps en temps je pourrais essayer de faire ça quand je me prépare. C'est pas du tout encore un réflexe, donc très souvent en fait je commence à me préparer, à me maquiller et après je me dis merde, là j'aurais pu prendre mon téléphone et filmer des petits trucs pour mettre sur TikTok. C'est pas encore un réflexe, mais je vais essayer de le prendre parce que j'aimerais bien justement avoir pareil, ce côté TikTok qui serait une autre bulle, on va dire, de peut-être créativité, où je peux montrer un petit peu plus des petits éléments de ma vie perso. Je parle de mon chat, je fais des trucs avec, enfin voilà, genre je peux faire des petites activités qui sont plus légères, on va dire, et ouais, ça ce serait un truc que j'aimerais bien faire, sans pour autant vous promettre que je vais vous faire des tutos, parce que je suis peut-être pas, alors je me sens pas assez compétente pour vraiment vous apprendre à vous maquiller. Il y a des chaînes qui le font très très bien et c'est pas mon cas, mais par contre juste pourquoi pas faire des crash tests de nouveaux produits, ou en tout cas juste quand je me maquille vous montrer comment je me prépare. Concernant aussi beaucoup de questions qui m'ont été posées, est-ce que tu pourras venir en dédicace à telle ville, à tel endroit, etc. Alors je ne peux malheureusement pour l'instant pas vous en dire beaucoup parce que c'est des choses qui se prévoient pas tant à l'avance que ça, enfin rarement. J'ai une date déjà qui est annoncée officiellement, donc ça je peux vous en parler, qui est ma présence à Quai du Polar à Lyon. Ça sera la toute fin mars, vraiment le week-end de fin mars, tout début avril 2023. Donc là je serai présente normalement les 3 jours, et en plus je suis en train de préparer encore un autre projet, enfin quelque chose en particulier pour ce week-end là avec l'orga du salon. Donc je peux pas vous en dire plus, mais ça aussi ça va me prendre un petit peu de temps dans les mois à venir, mais ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Donc ça pour l'instant c'est la seule vraiment moment un peu dédicace dont je peux vous parler, parce que c'est sûr, c'est confirmé. Après, si vous avez envie de me voir venir en dédicace dans votre ville ou vers chez vous, n'hésitez pas vraiment à demander, à solliciter vos libraires, que ce soit les gros groupes genre la Fnac et Cultura, ou des petits libraires indépendants. Moi je choisis pas en fonction de la taille du tout. Cette phrase va être sortie de son contexte, c'est sûr. Bref,
je reprends. je vais pas choisir parce que il y aura que 10 personnes qui vont venir ou en fonction de ce genre de détails là. Moi j'accepte vraiment avec grand plaisir toutes les invitations qu'on me fait, mais en général il faut que ça vienne de la part des libraires ou de la part d'un salon qui va me contacter moi, ou même plus généralement qui va contacter mes maisons d'édition, à savoir Robert Laffont et Marabout, et après c'est eux qui organisent tout le truc. Moi j'accepte dès que je suis disponible, franchement j'aime trop venir vous rencontrer et tout, c'est trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à les solliciter, leur dire hey, y a Sonia Liu qui a déjà sorti quand même plusieurs projets, peut-être qu'il y en aura un qui sortira encore dans quelques mois, donc on aimerait bien la voir, est-ce que vous pouvez l'inviter? Et généralement ça marche plutôt comme ça, donc voilà, foncez. Question beaucoup plus légère, mais des choses qui sont revenues assez souvent aussi, c'est tout ce qui va un peu avoir avec mes cheveux. Je pensais pas que ça vous intéresserait et que ça vous intriguerait autant. Alors j'ai eu beaucoup de questions, genre combien de fois est-ce que je vais chez le coiffeur, est-ce que ça les abîme, est-ce que c'est toujours mes idées ou est-ce que c'est celles de Pierre, etc. Que vous dire d'abord? Combien de fois je vais chez le coiffeur? En vrai, très peu. Ça va peut-être paraître étonnant, mais je pense qu'en vrai, des vrais gros projets que je fais avec Pierre, donc qui est mon copain et qui est coiffeur, c'est peut-être genre 2 fois par an où je lui demande de refaire genre une déco, et souvent lui il fait la couleur derrière aussi. Mais sinon après ce que je fais c'est que je vis avec la déco qui est là, enfin vous voyez là par exemple, bon j'ai fait un truc que vous voyez à la caméra très violet, c'est moins violet que ça en vrai, mais vous voyez mes cheveux ils sont décolorés de là quoi, j'ai tout ça de repousse parce que on a fait cette déco je pense début septembre, et donc là à mon avis je suis partie jusqu'à février, un truc comme ça, où je vais rester avec vraiment juste ces cheveux décolorés sur lesquels moi j'applique moi-même après des trucs, c'est-à-dire des colorations semi-permanentes qui me permettent d'avoir une couleur à peu près stable pendant quelques semaines, un mois et demi sur le plus long, et puis après je peux renouveler en mettant une autre couleur, et ça pour le coup c'est moi qui le fais parce que je vais pas embêter Pierre à chaque fois. Donc ouais, je dirais que à peu près 2 fois par an je vais chez le coiffeur et on fait vraiment un gros truc où là il redécolore tout, il m'applique une super couleur, à chaque fois c'est toujours beaucoup plus beau quand c'est lui qui le fait que moi après, mais c'est comme ça que j'aime bien aussi faire les choses, j'ai toujours bien aimé avoir ce côté créatif avec mes cheveux, donc ça me manquerait si c'était lui qui faisait tout le temps mes couleurs. Et du coup l'avantage entre guillemets c'est que non, tout ce qui est semi-permanent, donc quand je fais mes couleurs genre je sais pas du rose, du bleu, du vert, du jaune, du n'importe quoi, c'est pas ça qui abîme les cheveux, il y a que la décoloration qui abîme vraiment les cheveux, et c'est aussi pour ça que j'essaye d'espacer au maximum et de le faire que 2 fois par an pour qu'ils soient pas trop abîmés, même si en vrai ça les abîme quand même et il faut en prendre soin derrière. Voilà, et est-ce que c'est mes idées ou celles de Pierre? J'ai envie de vous dire c'est principalement généralement moi qui donne un petit peu les directions, mais lui il va aussi apporter un petit peu forcément son œil d'expert et me suggérer des trucs, et c'est arrivé de temps en temps qu'il me dise genre il est sur Instagram, il voit un truc et il me fait ah ça putain ça a l'air cool à faire, j'aimerais bien, et des fois je lui dis bah vas-y pas de soucis, tu peux le faire sur ma tête. Mais je pense que dans la grosse majorité des cas c'est quand même plutôt moi qui impose mes idées et lui qui subit, le pauvre. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit shout-out à Pierre, je vous mettrai son Instagram à l'écran et puis en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller le suivre, il fait un travail de dingue. Il est pas assez présent peut-être sur les réseaux pour faire beaucoup grossir sa page, mais il le mérite vraiment, il fait du super bon boulot. Donc voilà, je vous invite à aller le suivre, ça lui fera je pense peut-être... Je sais pas si ça lui fera plaisir, mais peut-être que ça lui mettra un coup de pression pour s'occuper un peu plus de ses réseaux, et en vrai ça serait top. Je vais passer aux autres questions, et alors là j'en ai eu vraiment beaucoup, donc je vais pas malheureusement pouvoir répondre à toutes, je vais essayer d'en faire un maximum et du coup de répondre assez brièvement pour que cette vidéo ne dure pas 3 heures, parce que je pense que vous avez autre chose à faire de votre réveillon ou de vos jours qui suivent. Donc écoutez, c'est parti, on va essayer de faire ça en mode speedrun. Quels autres youtubeurs regardes-tu? Alors, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je regarde plus les créateurs qui font du true crime, donc vraiment ça va être plus du divertissement. Je regarde pas énormément, mais je pense que je suis assez fidèle à ceux que je regarde. Genre je regarde vraiment toutes leurs vidéos. Il va y avoir tout ce qui est très divertissement, style Squeezie. Je crois que je rate aucune de ses vidéos. Je regarde toutes les rediffs quasiment de Popcorn, de Domingo. Je regarde aussi, dans le côté un peu divertissement comme ça,
Un peu à mi-chemin avec le maquillage aussi, c'est Gaël Garcia Diaz, dont j'aime bien la personnalité, enfin son personnage. Je trouve qu'elle est hyper inspirante sur beaucoup de choses. Sinon en maquillage, je regarde évidemment toujours beaucoup les vidéos de Marion Caméléon et un petit peu aussi d'Ayo Coralie, même si je trouve que l'algorithme en ce moment me le suggère plus beaucoup. Et sinon, je regarde énormément de gens qui jouent aux Sims, notamment Belle Peinte, Noémie, donc NS, et Lucas, et un peu Pixia aussi. Et voilà, je crois qu'en vrai, ça c'est vraiment ce que je regarde. Et puis la seule exception entre guillemets que je vais faire pour les gens qui sont un petit peu plus proches de ce que moi je fais, mais en même temps c'est quand même des univers assez différents pour que j'ai pas trop à me comparer, ça va être le grand JD, Effeldupe, des valeurs sûres aussi quand on a envie de se faire un peu plus peur, ça j'adore. Question suivante, es-tu végétarienne? Alors je suis pas 100% végétarienne, j'essaye vraiment depuis 2 ans maintenant de l'être le plus possible. Il m'arrive encore d'avoir quelques exceptions, notamment genre quand je suis invitée chez des gens et qu'ils ont fait de la viande. Genre, je suis encore plus peut-être contre le fait de gaspiller et tout, donc si c'est des trucs, tu sais, à picorer et tout, bah je vais en général éviter de manger de la viande, mais si vraiment ils ont fait un plat et tout, que je peux pas manger autre chose, j'en mangerai. Et vraiment il m'arrive aussi parfois encore de craquer 1 à 2 fois par mois peut-être quand je suis genre t'es au resto ou vraiment genre ce jour où t'as méga la flemme et t'as envie de te faire un McDo, ça m'arrive encore. Mais j'aimerais bien aller de plus en plus vers un max d'alternatives. Donc c'est vraiment, j'essaye que ça arrive le moins souvent puis que ce soit en dernier recours. Mais voilà, je peux pas dire que je suis totalement végétarienne, j'aimerais bien le passer totalement. Mais il y a encore parfois cette difficulté et je trouve que c'est compliqué quand tu... Je pense que c'est plus facile quand t'es seule et tout ça, mais là comme je vis pas seule et que bah voilà. Genre, il y a encore des petites exceptions et j'espère réussir à bientôt me passer totalement de la viande. J'ai pas envie non plus de vous mentir et de dire oui, ça y est, maintenant j'ai totalement arrêté alors que c'est faux. En tout cas, voilà. J'essaye de faire au mieux que je peux. J'ai eu plusieurs questions, genre présente tes animaux, est-ce que tu en veux d'autres, etc. Alors je n'ai plus qu'un seul animal maintenant, donc c'est Kiki, Kirjava, que vous avez déjà vu je pense dans certaines vidéos, donc c'est ma petite chatte British Shorthair qui a maintenant 4 ans et demi, ça fait 2 ans qu'elle est à la maison. Écoutez, je l'adore, enfin je pense que tout le monde le sait, j'en suis complètement gaga. J'aimerais beaucoup avoir un deuxième chat, très honnêtement, parce que même si j'adore Kiki, il y a un truc qui me manque beaucoup avec elle, c'est que c'est pas un chat... c'est un chat assez pot de colle, dans le sens où elle va très souvent être dans la même pièce que moi, et c'est un chat plutôt câlin aussi, parce que c'est... tu l'approches, limite, tu te dis son nom, elle se met à ronronner, elle se roule sur le dos, etc. Elle aime bien les caresses et tout. Mais par contre, c'est un chat qui ne supporte pas d'être pris dans les bras, tu peux pas l'avoir sur toi, jamais elle viendra, etc. Donc ça me manque un petit peu, j'aimerais beaucoup avoir un deuxième chat pour ça, mais je pense honnêtement que ayant déjà vu les réactions de Kiki à chaque fois qu'elle a été présentée à un autre chat, elle ne kiffe pas ça et elle serait malheureuse s'il y avait un autre chat ici. À moins qu'il y ait vraiment un gros changement dans son caractère, je suis pas sûre que je pourrais avoir un autre chat malheureusement. Il va falloir que je me contente de cette espèce de gremlins à la face assez désapprobatrice tout le temps et voilà, je vais rester avec ma frustration et ce chat. Quelle est ta marque de make-up préférée? Meilleur rapport qualité-prix pour moi, c'est Colourpop. La majorité des make-up que je fais maintenant sont avec ces palettes de maquillage là. Elles sont trop bien, les pigments sont incroyables, tout ce qui est métallisé, pailleté, c'est une tuerie, vraiment. Le prix est très abordable. C'est juste que ce sont des produits que vous allez pas pouvoir acheter en France directement, il faut les faire venir des États-Unis. Moi je vous conseille honnêtement de directement commander sur leur site. Profitez quand il y a des soldes, ils font vraiment des offres très cool. Les frais de port et les frais de douane qui sont, ça c'est quand même plutôt pratique, directement inclus dans ce que vous payez au moment de passer en caisse. Donc surtout quand c'est en solde, il y a vraiment des offres intéressantes. Et voilà, vous avez peut-être pas votre palette qui arrive en 2-3 jours, faut attendre un peu plus. Mais pour le coup, ça vaut vraiment, je trouve, l'attente. Et vraiment, moi je recommande à fond ces palettes, je les trouve très cool. Alors la question suivante est beaucoup plus
profonde et plus sérieuse. On m'a beaucoup demandé comment ça va, est-ce que je suis heureuse en ce moment, est-ce que je suis épanouie? Et la réponse est un peu en demi-teinte, honnêtement, parce que 2022, comment vous dire, là franchement cette fin d'année a été très dure, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Je dirais que ce qui a mieux fonctionné pour moi en 2022, c'était vraiment tout le plan professionnel. Où là, franchement, rien à dire, enfin c'était vraiment cool. Par contre, au niveau plus perso, même santé mentale et tout, ça a été plus dur. Il y a eu beaucoup quand même de stress, il y a eu beaucoup d'angoisse, il y a eu beaucoup de remise en question, des moments où je saurais pas exactement dire ce qui se passait, mais même, enfin... j'avais un peu envie d'avoir la paix, il y avait limite trop de projets, c'était presque étouffant. Là maintenant ça va mieux à ce niveau-là, donc enfin... au niveau de l'épanouissement, je pourrais dire que oui, ça se passe très bien et je suis très contente. Même si des fois je suis assez fatiguée, même épuisée. Mais ça c'est à moi d'apprendre à gérer un petit peu plus peut-être mon temps et tout ça. Et puis après, enfin voilà, il y a des circonstances qui font que là cette année, en tout cas surtout les derniers mois, ils ont été durs. Pas pour moi directement, mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui traversent des trucs vraiment hardcore, honnêtement. Vraiment alourdi énormément l'ambiance, c'était pas facile, ça l'est toujours pas d'ailleurs. Donc moi je fais ce que je peux pour être là pour soutenir ces personnes, mais c'est vrai que forcément ça atteint aussi. Donc ouais, pas mécontente de terminer 2022, pas particulièrement optimiste non plus pour 2023 étant donné toutes ces choses des gens autour de moi, mais même le contexte actuel, franchement il est épuisant, il est pas positif du tout je trouve. Écoutez, comme je vous disais, il faut essayer quand même de rester, de s'accrocher quoi, mais je suis pas mécontente de dire au revoir à 2022, je reste très prudente et je me dis pas que 2023 sera mon année, on verra, et puis voilà, je crois que c'est ce que je peux faire de mieux pour l'instant. Une autre question un petit peu profonde aussi quand même, que j'ai trouvé super intéressante, c'est est-ce que la psychologie comme la philosophie envisage sa propre fin, genre est-ce qu'elle sait qu'un jour elle sera dépassée par une autre science? J'ai trouvé que c'était une question hyper intéressante et qui changeait beaucoup de ce qu'on me demande d'habitude, donc je vais essayer de pas trop m'étendre non plus parce que je peux parler pendant des heures. J'ai envie de dire que je pense que c'est pas exactement le cas pour la psychologie dans le sens où le jour où la psychologie n'existera plus et n'aura plus sens d'être, c'est parce que il y aura plus d'êtres humains. Étant donné qu'on étudie une matière qui est extrêmement vivante, la psychologie en fait c'est quelque chose qui est en perpétuel renouvellement et qui évolue avec nous, notre évolution à nous. Notamment quand vous êtes petit, on va toujours vous dire le jour où vous êtes diplômé, où vous avez vraiment votre master et donc votre titre de psychologue, on vous dit de toute façon c'est pas un acquis, la psychologie c'est une formation continue et ce sera continu toute votre vie parce qu'il y aura toujours des nouvelles études qui vont sortir, il y aura toujours des nouveaux trucs et en fait c'est une science qui normalement est censée en tout cas évoluer avec son sujet d'étude, c'est-à-dire nous. Donc je pense que tant qu'il y aura des êtres humains, la psychologie sera possible. Si elle arrive un jour à son terme, c'est que ça sera plus notre ère à nous. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut envisager les choses. Là on arrive sur une question qui est vraiment très sérieuse et difficile. Ornithorynque ou opossum? Pourquoi choisir? Honnêtement, pourquoi choisir? J'adore les deux. S'il fallait vraiment choisir, j'aurais une tendance à aller un petit peu plus sur l'opossum parce que j'adore ces animaux, je les trouve absolument adorables, ils sont beaucoup trop mignons, il y a beaucoup trop de mèmes à faire avec eux et voilà, j'ai peut-être une toute petite préférence pour l'opossum, mais en vrai les ornithorynques c'est trop stylé aussi, donc je sais pas qui m'a posé cette question, mais très dur. Allez, on repart un peu plus sur du trop crème avec une question d'actualité. Que penses-tu de la remise en liberté de Charles Sobrage? J'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment à moi d'en penser quoi que ce soit. C'est fait, voilà. Si vous avez pas suivi forcément l'actualité, eh bien c'est à moi de vous annoncer cette nouvelle. Charles Sobrage qui a dit Le Serpent. Netflix avait fait une série là-dessus et moi j'en avais fait une vidéo ensuite. A été libéré la pile pour Noël pour officiellement des raisons de santé. Apparemment on l'aurait rapatrié en France après, ça fait à peu près 20 ans je crois qu'il était incarcéré au Népal pour des meurtres de touristes là-bas. Et donc il a été libéré la pile
moment de Noël pour pouvoir rentrer en France et être opéré du cœur, même si visiblement c'est quand même quelque chose qui a été nié par son avocate qui dit qu'en fait il est en très bonne santé et que par contre il compte attaquer en justice, je pense, le gouvernement népalais mais aussi Netflix pour finalement avoir fait de la diffamation sur lui puisque lui il considère qu'il est 100% innocent. Donc je dirais que j'en pense pas grand chose à part que j'ai forcément beaucoup de curiosité pour voir quelle va être la tournure des événements. Est-ce que c'est beaucoup de bruit pour que finalement il se passe pas grand chose derrière? Est-ce que il va vraiment aller au bout de toutes ces démarches dont il parle? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est réellement malade? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de se faire opérer ou pas? Là pareil, je sais pas. On a des versions un peu floues et j'attends d'en savoir plus parce que je pense que c'est pas spécialement à moi de m'exprimer là-dessus. Est-ce que j'ai des voyages de prévu ou des voyages de rêve? Alors, voyages de prévu, absolument pas, parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour moi en 2023. Comme je vous l'ai dit, j'ai des projets qui sont sur le feu, mais il y en a plusieurs qui sont un peu en background comme ça, et je sais pas s'ils vont être lancés ou pas, donc je n'ai rien prévu, comme d'habitude. Les voyages de rêve, par contre, j'en ai plein. Honnêtement, je kifferais trop voyager, alors un peu partout, alors je pense pas pouvoir vous faire la liste de tous les endroits où j'aimerais beaucoup aller, mais en tout cas ce qui m'a pas mal travaillé là depuis l'écriture de mon livre en fait, c'est de retourner aux États-Unis et notamment j'aimerais beaucoup repasser par la Californie et Los Angeles pour cette fois aller voir le Cecil Hotel puisque comme je le raconte dans le livre en fait j'ai été dans cette ville mais je suis passée à quelques rues du Cecil Hotel mais j'ai pas été le voir. Là c'est vraiment un gros regret donc j'aimerais bien y passer et puis refaire en fait. Il y a tellement de trucs à aller voir dans les États-Unis mais j'ai déjà passé 2 mois et demi dans le sud, dans certains états du sud en tout cas et j'aimerais bien en faire d'autres, ça me plairait beaucoup. Et sinon un de mes voyages de rêve aussi c'est l'Écosse, j'aimerais trop y aller, je sais pas, ça m'attire de ouf comme genre d'ambiance et de paysage. Donc voilà, mais après en vrai j'adore voyager, il y a plein de trucs qui me tentent donc je pense que je pourrais faire ça toute ma vie si j'étais payée pour ça, ce serait incroyable. Question suivante, comment se prononce ton nom? Alors je vais répondre, en vrai vous pouvez prononcer ça comme vous voulez, ça n'a pas de prononciation en soi, mais moi je dis Sonia Liu, voilà. Ensuite, comment tu choisis tes sujets? Alors, j'ai pas vraiment une recette particulière pour choisir mes sujets. Ce que j'essaye de faire, je pense que vous avez peut-être remarqué, c'est de pas faire trop de fois à la suite le même type de sujet. C'est-à-dire, si j'ai fait un tueur en série, je vais essayer de passer à autre chose, peut-être parler d'un autre type de crime, un truc un peu plus, je sais pas, familial, etc., un truc sectaire, machin. Donc ça, j'essaye un petit peu d'alterner pour pas vous faire genre 3 à 4 tueurs en série à la suite. Et puis en fait moi je choisis vraiment un peu de manière égoïste les trucs que j'ai envie de vous raconter et donc je sais pas comment expliquer mais il y a un moment où c'est comme s'il y avait un déclic, c'est à dire qu'il y a des affaires, ça fait super longtemps que je les connais, prenons n'importe quel exemple, genre là quand je vous ai fait assez récemment Patrice Allègre, bon c'est un truc que je connais un petit peu, j'en ai déjà entendu parler depuis méga longtemps mais je sais pas comment vous dire. Il y a un truc qui fait que à ce moment-là, je me dis, là j'ai envie vraiment de parler de ça. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui fait que des fois, il y a des gens qui me font des suggestions de trucs que je connais pas. Donc je vais vite fait toujours checker sur internet et je rajoute ça dans ma liste. Mais c'est arrivé 2-3 fois que je regarde le truc, je connaissais pas. Et ça me happe tellement que je me dis, bon bah, banco, c'est le prochain sujet que je vais faire. Donc voilà, il faut vraiment que j'ai un peu cette urgence pour avoir autant envie après de passer des heures et des heures et des heures à travailler, à aller gratter, explorer et tout ça pour écrire mon texte, pour faire tout mon travail de recherche. Et ouais, c'est foncièrement quelque chose de très égoïste à la base. Là, on a une vraie question très particulière. Je suis pas sûre que je saurais apporter une excellente réponse, mais bref. Comment aborder le sujet avec un parent quand un enfant est pyromane ou torture des animaux? Donc là, on est vraiment sur un truc très précis et très délicat. Parce que vu comme la question est posée, c'est même pas le parent qui constate ça sur son enfant, mais c'est plus genre quelqu'un d'extérieur qui voit l'enfant de quelqu'un d'autre avoir des comportements comme ça. Donc c'est pas évident. Parce que honnêtement, enfin moi j'ai pas d'enfant, mais je sais que les parents en général n'aiment pas trop recevoir des conseils d'éducation pour leurs enfants. Après, quand on parle quand même de pyromanie ou torture sur les animaux, on est sur quelque chose
effectivement, on peut pas non plus fermer les yeux totalement, enfin c'est grave quoi. Alors comment en parler? Je pense qu'il faudrait essayer d'expliquer les choses sans culpabiliser ni le parent ni l'enfant, déjà c'est super important, mais essayer d'aborder le truc le plus simplement et le plus doucement possible en disant bah voilà, j'ai remarqué qu'il y avait eu tel comportement, c'est clairement, on voit qu'il y a un souci et c'est probablement le symptôme d'autre chose. J'imagine que l'enfant a une problématique dont peut-être il ne vous a pas parlé, parce que peut-être qu'il n'ose pas vu que vous êtes ses parents, etc. Pourquoi pas essayer déjà d'en discuter avec lui, et si vous avez besoin d'aide, sachez qu'il existe des professionnels, des pédopsychiatres par exemple, dont c'est le métier, qui pourraient vous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il a ces comportements, parce que effectivement si jamais, je sais pas moi, il s'amuse à faire du mal à son chat par exemple, on peut effectivement pas du tout laisser la situation comme ça, mais je pense que voilà, il faut avoir cette approche là. Je sais pas si ma réponse est idéale du tout, mais surtout pas culpabiliser, pas dire oh mon Dieu, ça va devenir un tueur en série, parce que c'est faux, on n'en sait rien, mais pas non plus fermer les yeux parce que ça reste un truc important, mais voilà, essayer de proposer de l'aide, dire voilà, si jamais vous avez besoin d'en parler et tout, on peut chercher ensemble un numéro de téléphone, etc. Et voilà, essayer de se rapprocher tout de suite de quelqu'un. Des fois les psys ça fait peur, donc on peut peut-être dire on va commencer à en parler peut-être avec le médecin traitant, genre les personnes de l'entourage un peu médical et tout qui suivent l'enfant, pour commencer un petit peu à signaler tout ça et puis avoir des conseils de personnes qui seront vraiment sur place directement pour pouvoir, je sais pas, mettre des choses en place, discuter, parce que ces choses-là, elles viennent pas de nulle part, hein. Et généralement, si un enfant a ce genre de comportement, c'est en réaction à quelque chose. Donc voilà, il va falloir trouver la source et puis travailler, parce que en fait, ça sera bénéfique pour tout le monde. Ensuite, quelle vidéo a été la plus dure à tourner émotionnellement cette année? Évidemment, elles sont toujours toutes difficiles, hein, ça peut pas être complètement imperméable à tout ce que je raconte, mais il y en a deux là qui me viennent en tête. Alors la première évidemment c'est la vidéo sur Judith Barcy, parce que bon, ça réunit beaucoup de choses qui sont très très touchantes. Je veux dire, une petite fille qui a vraiment grandi comme ça dans des conditions de violence familiale affreuses, avec une histoire qui se termine quand même sur un double meurtre et tout, c'était très très dur. Et puis ce que j'ai trouvé, moi ce qui m'avait vraiment beaucoup touchée dans cette vidéo, c'est à quel point on avait beaucoup de documents où on la voyait dans des films et tout ça, et tout de suite je sais pas, ça rend les victimes beaucoup plus palpables, et on est plus touché quand on peut les voir, quand on peut entendre leur voix et tout ça, d'autant qu'en plus là c'était une petite fille qui était juste trop mignonne, qui avait je pense un avenir de dingue qui était devant elle, mais ça c'est encore au-delà. Mais juste le fait en fait d'avoir beaucoup de photos, et surtout je trouve, moi ce qui me touche beaucoup c'est les vidéos et les audios où on entend leur voix, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je me rappelle que c'est rare que je pleure pendant l'écriture de vidéos, mais là vraiment je pleurais pendant que j'écrivais, je pleurais pendant que j'ai fait le montage, c'était vraiment dur. Et puis la deuxième, je pense qui m'a beaucoup atteinte, vous y attendez, c'est la vidéo sur LDC en collaboration avec L214 sur les conditions d'élevage des poulets en France. Ça a été très très difficile parce que évidemment, c'est un sujet qui, moi, me touche dans le sens où, comme je vous disais, j'essaye de quasiment plus manger de viande, et ouais, il y a encore un peu des fois cette forme de culpabilité aussi, parce que je suis pas parfaite et que je suis pas encore végétarienne à 100%. Et puis ouais, parce que c'est très très violent en fait. Honnêtement, les images qu'on voit des gens qui travaillent dans les abattoirs, que ce soit ces gens dans ces conditions-là et les animaux, principalement les animaux quand même, ce qu'ils vivent, c'est juste affreux. Et pour une vidéo comme ça qui, ce que vous voyez est un résultat de 30 minutes, moi j'ai bossé quand même pendant 3 mois dessus, même si c'était pas 3 mois comme si je bossais en 35 heures dessus tout le temps, constamment. Mais voilà, c'est 3 mois sur ton temps libre en fait, ton temps libre, après avoir fait tes autres vidéos, tu vas regarder des reportages, tu vas écouter des témoignages, tu vas lire des trucs, et c'était très très pesant, très très dur, honnêtement. Donc voilà, je dirais que c'est ça les deux vidéos qui ont été les plus difficiles cette année. On verra quelles seront celles qui me toucheront l'année prochaine. C'est pas toujours les trucs auxquels je m'attends qui me font le plus d'effet, étrangement.
Une petite question plus légère pour changer, quelle couleur n'as-tu jamais faite? Alors quelle couleur de cheveux? C'est une bonne question. J'ai déjà fait rouge, j'ai déjà fait rose, j'ai déjà fait roux, j'ai déjà fait jaune, j'ai déjà fait vert, bleu, violet, gris, blond, platine aussi. Qu'est-ce que j'ai pas fait? En vrai, je pense que la seule vraie couleur que j'ai pas faite, c'est le noir. Noir. J'ai fait du brun déjà très foncé, mais du full noir, vous savez, un peu limite avec des reflets bleus et tout. Ça, j'ai jamais fait. Pas par manque d'envie, honnêtement, mais parce que je sais qu'après, c'est une galère à faire repartir. Donc ouais, je crois que ça doit être la seule couleur que j'ai jamais eue. Travailler chez soi n'est pas trop étouffant, le combo lieu de vie et de travail. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, je pense, surtout quand je rencontre des gens à qui j'explique ce que je fais. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité. Moi je suis quand même assez casanière. Ça me dérange pas de pas sortir de chez moi. Je pense que voilà, il y a beaucoup de gens en fait, ils ont besoin de sortir de chez eux tous les jours. Moi, ma limite ça va être genre j'ai besoin de sortir de chez moi toutes les semaines, genre pour le week-end et tout. Mais si je reste toute la semaine chez moi, ça me va très bien. Honnêtement, j'ai pas besoin de voir beaucoup de monde, j'aime bien être dans ma bulle, j'aime bien être dans mon cocon. Ce qui a beaucoup changé par contre pour moi là depuis un peu plus d'un an, c'est parce que j'ai déménagé et que maintenant en fait j'ai un bureau pour travailler et ça c'est trop cool. Parce que vraiment ça permet de un peu mieux dissocier le côté pro et le côté perso. Et puis même au niveau de la logistique et tout, c'est quand même 1000 fois plus agréable d'avoir déjà mon espace là où je filme. Enfin, ce décor, il est posé. Bon, de toute façon, c'était déjà la même chose avant chez moi, mais j'ai pas besoin de tout le temps bouger ma lampe, le trépied de la caméra, poser tous mes trucs, mes machins et tout. Genre là, c'est déjà en place. J'arrive, je me pose, je peux tout de suite filmer et c'est incroyable. Alors qu'avant, vraiment, je devais déménager tout mon appart, pousser des meubles, etc. pour faire de la place. Donc ça, franchement, moi, ça me convient. Après, évidemment, des fois, c'est un petit peu difficile, mais je pense que ce qui est plus dur que de travailler chez moi en tant que lieu, c'est plus le côté... En fait, je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps parce que j'ai tourné une émission avec d'autres youtubeurs dont je vous reparlerai quand elle sera disponible. Mais en fait, c'est un métier très solitaire. On est très seul et on est très peu compris, même si on explique à notre entourage ce qu'on fait. Ben en fait ils vivent pas ce que nous on vit au quotidien, donc ça reste un peu abstrait quand même pour eux et on est très seul finalement dans ce qu'on fait. Moi j'ai l'énorme chance là depuis 6 mois maintenant de travailler avec une autre personne qui se trouve être ma meilleure amie et que j'ai pu engager à mi-temps, donc maintenant on est vraiment 2 personnes à bosser sur la chaîne. Elle ne fait pas des choses que je faisais avant, c'est-à-dire c'est pas elle qui écrit mes textes ou quoi que ce soit, je veux dire elle m'a pas vraiment déchargée de ces côtés-là, mais par contre elle structure vachement ma vie dans le sens où elle me fait à la limite des plannings, elle me dit un peu dans quel ordre je dois procéder, elle gère tous mes mails et tout ça, donc elle structure bien le truc et surtout du coup elle suit beaucoup au jour le jour tout ce que je fais. Elle assiste à toutes les réunions qu'on fait maintenant avec pour tous les projets, les maisons d'édition, les collabs, les trucs comme ça, les partenariats. Et du coup, finalement, c'est la personne qui comprend le mieux ce que je vis et il se trouve que c'est ma meilleure pote. Donc, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien et je suis très contente de travailler comme ça. Moi, ça me convient. Je sais que ça conviendrait pas à tout le monde, mais pour le coup, j'adore. J'adore travailler comme ça. Quel est ton meilleur souvenir de 2022 et qu'est-ce qui t'a rendu la plus fière? Je les ai mis ensemble parce que ça, pour moi la réponse va aller ensemble. Honnêtement, meilleur souvenir de 2022, c'est la sortie de mon livre La malédiction du Cecil Hotel. C'est un truc de ouf. Quand j'étais petite, je rêvais vraiment d'écrire et j'avais un peu complètement laissé de côté ce rêve-là pendant très longtemps, quoi. Je m'étais dit, finalement, j'ai bifurqué vers complètement autre chose et ce sera pas ça ma vie, quoi. Et du coup, écrire un livre avec tout ce que ça représente émotionnellement au moment de l'écriture et puis au moment de sa sortie, c'est un truc de fou. Franchement, et best souvenir, c'était le lancement du livre qu'on a fait sur Paris avec toutes les personnes qui sont venues me voir et tout. Puis après, je dirais tout ce qui a été dans la suite un peu logique avec les différentes dates, les rencontres, les signatures, les dédicaces que j'ai pu aller faire et vous rencontrer. Ça va paraître hyper cucu, je sais, mais sachez que c'est hyper sincère. C'était
Ça a été trop touchant, il y a eu des trucs, vraiment j'ai vécu des rencontres qui étaient trop bien, ça m'a beaucoup marqué et bah c'est à la fois une fierté et en même temps un truc où je suis méga reconnaissante. Genre, je sais pas comment dire, à la fois je suis fière parce que c'est mon travail qui m'a amené à ça et en même temps je sais que j'ai beaucoup de chance et vraiment genre trop bien. Ça, pour le coup comme je vous ai dit 2022 sur le côté pro c'était vraiment cool et ouais, ça va me marquer je pense toute ma vie clairement. Alors pour revenir sur un petit peu la vidéo que j'avais faite sur LDC, j'ai eu une question, as-tu eu des menaces suite à cette vidéo? J'ai pas reçu de menaces du tout, hein. Franchement tout va bien. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo qui était incroyable, vraiment trop bien. Je m'attendais à ce qu'elle fasse quand même limite un flop et elle a pas du tout fait ça, elle a fait des stats incroyables, donc merci énormément. Et non, j'ai pas reçu de menaces. Par contre, au bout d'une semaine, la vidéo a visiblement été signalée, je pense, par des vraies personnes, parce que les robots auraient réagi plus vite, et elle est passée en moins de 18 ans. Donc voilà, elle est vaguement censurée, ça veut dire qu'elle sera beaucoup moins mise en avant à partir de maintenant. Donc elle a eu une semaine pour vivre, et j'espère que les gens continueront de la partager, de la commenter et tout ça, pour que elle puisse un peu passer au-delà de cette barrière qui fait clairement chier. Mais je m'y attendais, honnêtement. Donc je suis pas surprise. Quelles sont tes pires phobies? Je crois que j'avais déjà répondu à cette question dans une autre FAQ, mais comme je suis pas sûre, je vais quand même le faire très rapidement. En vrai, ma pire phobie, c'est la phobie des araignées. C'est incontrôlable, j'ai vraiment peur des araignées. Pas au point de partir en hurlant et tout ça, mais plus genre je suis pétrifiée et si j'en vois une, je peux pas m'en approcher. Je peux pas aller mettre un verre dessus pour la déplacer et tout, c'est au-delà de mes forces. Et autre truc un peu de l'ordre de la phobie, je pense que c'est tous les trucs qui se passent sous la mer. Je suis pas à l'aise avec ça. Donc me retrouver, le côté thalassophobie et tout, ça me plaît pas trop. Après, les trucs bateaux, mais je pense que c'est pas vraiment des phobies, c'est genre évidemment perdre ses proches, etc. Mais je pense pas que ce soit vraiment de la phobie, c'est juste normal. Qu'as-tu reçu comme cadeau à Noël? Alors j'ai été très gâtée ce Noël. J'avais fait une liste, donc c'est des choses que j'avais quand même demandé. J'ai reçu cette bague que vous avez peut-être vue, je vous mettrai une photo aussi pour que vous puissiez la voir un petit peu plus. Elle vient de chez les Néréides, qui est une petite boîte qui crée des bijoux que je trouve absolument trop mimi. J'ai reçu un parfum, donc le parfum que je porte généralement, qui coûte une blinde et que je demande toujours du coup à Noël, qui est La fille de Berlin de Serge Lutens, qui s'est cassé 2 jours après que je l'ai reçu, donc j'ai vraiment le seum, je vais devoir me le racheter. Et sinon j'ai reçu un trop beau vase de chez Killstar et un sac à dos en cuir vegan de chez Minus sur Terre, qui est sublime. Je suis trop contente parce que mon ancien sac de chez Killstar pour le coup, et qui était vegan aussi, a fini par rendre l'âme. Donc voilà, trop contente. Question suivante, qu'on m'a tellement posée il y a quelques mois maintenant, que qu'as-tu pensé de la série Dahmer? Je vais essayer de pas trop m'étendre là-dessus parce que j'en ai déjà tellement parlé, mais il faut que je le fasse quand même sur YouTube. La série Dahmer, honnêtement, moi je l'ai vue après toute la hype et aussi tout le scandale qu'il y a eu là-dessus. Du coup en fait j'en ai énormément entendu parler avant même de l'avoir vue. Et en fait je vous avoue que j'ai pas tout à fait compris toutes les critiques qui ont pu être faites à cette série, parce que en soi je trouve pas qu'elle soit mal tournée ou quoi que ce soit. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de pincettes qui ont été prises et que elle a pas été la série en elle-même, enfin ce qu'on voit dans la série plutôt, c'était pas un contenu qui était irrespectueux pour les victimes, je trouve, et surtout c'était pas un contenu qui glorifiait le tueur. Enfin, je sais pas si on a regardé la même série, mais je vois pas à quel moment tu peux te dire genre waouh, Jeffrey Dahmer, beau gosse, je ressens une attirance pour lui. Je trouve que le gars transpire quelque chose de dégueulasse, de malsain, et enfin voilà, moi j'ai ressenti ça tout le long de la série. Par contre, les critiques qui ont été faites de la part des familles des victimes sont super légitimes. Le fait qu'elles aient pas été prévenues et consultées, etc., ça... J'entends que ça fait extrêmement chier et que, enfin, elles sont tout à fait en droit de pas être contentes avec l'existence de cette série. Et enfin, on est personne en fait pour juger ce qu'elles ont à en dire, donc là-dessus il y a pas de problème. Mais les autres personnes en fait qui, je pense, n'ont pas spécialement vu la série jusqu'au bout et qui disent ah mais ça met trop en avant Jeffrey Dahmer et tout ça.
en fait non, vous avez mal regardé la série parce que enfin on le voit pas tant que ça, et plus les épisodes avancent et plus en fait il est plus présent et on se concentre vraiment plus sur je trouve qu'on a quand même bien dénoncé beaucoup de choses, que ce soit l'inaction de la police, de la justice, pour des raisons évidemment racistes, homophobes. Il y a tout ce contexte aussi de la peur du sida à cette époque-là qui a joué et tout, et qui est, je trouve, bien dénoncé. Et on voit aussi toutes ces personnes qui n'ont pas été écoutées, notamment dans l'entourage, le voisinage et tout. Et je trouve qu'il y a eu des bonnes choses qui ont été dénoncées. On a même, à l'intérieur de la série, déjà reproché le fait de faire un peu de Jeffrey Dahmer une star, et aussi de toutes ces femmes qui ont été hyper fascinées par ce mec, mais à un point malsain. Et c'est déjà dénoncé dans la série et bien montré que c'était déjà le cas à l'époque. Donc j'ai pas tout à fait compris je pense que la série Dahmer a un peu pris pour beaucoup d'autres choses, et honnêtement c'est pas le pire exemple que j'ai de contenu true crime en termes d'indécence. Et sinon pour moi la série était pas mal, il y a des choses à l'intérieur qui sont pas forcément très justes. On m'a reproché après sous ma vidéo que j'avais fait sur Dahmer 2 ans auparavant d'être inexacte sur des trucs, alors qu'en fait c'est la série qui s'est permis de romantiser des choses ou d'arranger un peu à sa sauce. Donc voilà, ne prenez pas cette série comme un documentaire, ce n'est pas le cas, mais je trouve qu'elle a son intérêt et elle dénonce quand même des trucs qui étaient intéressants, et moi j'ai pas compris, pour moi il n'y avait pas matière à faire autant scandale que ce qui est arrivé. Question suivante, as-tu déjà eu envie de t'entretenir avec un tueur? Oui, évidemment, c'est un truc que j'aimerais faire en tant que psy, tu vois, pas en tant que youtubeuse et tout, parce que je sais pas si j'avais l'opportunité, je pense que oui, je vais être honnête, c'est pas la peine que je mente, bien sûr que je pense que j'aimerais pouvoir m'entretenir avec un tueur pour essayer de voir en fait comment est-ce qu'il présente les choses, comment est-ce qu'on peut sentir des trucs, enfin je sais pas, il y a tellement de choses qui se jouent en fait dans un entretien avec quelqu'un, et du coup bien entendu que en tant que psy ça me passionnerait. Après c'est pas un truc que je recherche quoi. J'ai pas fait de démarche, j'ai pas envoyé de lettres pour devenir la correspondante d'un criminel, je cherche pas ce truc là. Mais c'est sûr que sur ma carrière, si un jour j'avais l'occasion, bien sûr que ça m'intéresserait, parce que c'est un petit peu le rêve de tout psy-criminologue je pense. Top 3 des films d'horreur vus cette année. Alors j'en ai pas vu beaucoup parce que honnêtement en général maintenant quand j'arrête de travailler, j'essaye le plus possible de m'éloigner de tout ce qui est justement criminaux, glauques et tout ça, parce que j'ai besoin de me changer les idées. Donc j'en ai pas vu beaucoup, mais je peux quand même en trouver un peu plus que 3. Ceux qui me viennent à l'esprit là et que j'avais bien aimé, je dirais qu'il y a eu Summer of 84. Désolée pour cet accent, en gros l'été de 84, qui est en gros une histoire assez basique qui se passe dans les années 80, genre t'as un ado et son groupe de potes qui vont commencer à suspecter l'un de leurs voisins d'être un tueur en série, parce qu'il y a un tueur en série qui agit dans la zone à ce moment-là, et du coup toute l'intrigue du film c'est vraiment genre est-ce qu'il a raison et vraiment le voisin est un tueur en série, ou est-ce que c'est lui qui se monte la tête parce que il est un peu passionné de tous les trucs comme ça et tout. Ça joue très très bien sur ce truc là et la fin est vraiment cool. J'ai vu un autre film là récemment qui s'appelle Mom, qui était une exclusivité je crois sur Shadows. Vous vous rappelez, je pense peut-être, j'avais fait un partenariat avec eux. C'est une plateforme de streaming qui est vraiment dédiée aux films d'horreur et films un peu policiers, polars, tout ça. Trop cool, ils sont trop gentils, ils m'ont donné un accès pour 1 an je crois à la plateforme. Je peux en profiter pour regarder des films. Et du coup ouais, Mom c'est vraiment chouette sur le principe, parce que c'est un peu filmé, vous savez, style Paranormal Activity ou les trucs comme ça où on pose des caméras un peu partout, et en fait c'est sur une mère aux États-Unis qui pense que son fils adolescent est un psychopathe et qui risque de faire une fusillade dans son lycée, et du coup elle décide de l'espionner. Et là aussi il y a un petit peu ce double truc où tu sais pas trop si la mère a totalement raison ou si c'est elle qui est complètement genre tellement en train de surinterpréter tout que c'est elle qui est un peu dérangée et limite qui va pousser son fils à faire de la merde.
Et sinon, en film au cinéma, j'ai adoré Nope de Jordan Peele. J'aime trop ce qu'il fait en général. Enfin, j'avais adoré Get Out. Et Nope, incroyable. Trop bien. Alors, on est sur un film d'horreur science-fiction qui a plein de symboliques et vraiment, il m'a marqué de ouf ce film. Je me rappelle que quand je suis sortie du cinéma, j'étais genre waouh, je viens de voir un truc que j'ai vraiment kiffé. Voilà, je dirais que c'était mes 3 films préférés pour cette année. Raconte ta rencontre la plus bizarre. Elle m'a fait rire cette question. Et ben, alors franchement ces derniers temps, vu que je ne sors plus beaucoup de chez moi, ça va, j'ai de la chance, je ne fais plus beaucoup de rencontres bizarres, mais je me rappelle il y a quelques années, j'étais avec ma pote Juliette justement, on avait été prendre des verres dans un bar dans une petite ville où on a grandi. On rencontre un groupe de, je crois qu'il y avait que des mecs, genre le courant passe bien, genre ils sont à la table d'à côté, puis on fait quelques blagues et tout. Voilà. Et au bout d'un moment, il y en a certains qui partent et il en reste genre 2-3 avec qui on discute un peu plus. Et franchement, genre super sympa, trop intéressant, genre pas du tout lourd, pas du tout en train d'essayer de nous draguer ou quoi, ça faisait du bien, tu vois, genre juste on rencontre des gens sympas pour une fois dans notre petit bled et on peut voilà, échanger. Vraiment tout a basculé mais genre des heures après. Donc là, à ce stade-là, il restait plus que 2 mecs et l'un d'entre eux avec qui vraiment ça faisait quand même plusieurs heures qu'on parlait et on le trouvait méga cool, a complètement basculé. Je sais pas si à un moment genre il a tellement pris la confiance ou il avait un peu trop bu ou je sais pas, mais il s'est mis à dire des trucs. Le mec était problématique sur problématique, genre je pourrais pas vous redire exactement ce qu'il disait, mais en fait on s'est rendu compte que d'un seul coup le mec était quand même ultra sexiste, il disait vraiment des trucs genre hyper mascu, il était raciste alors que lui-même était noir, mais genre il était là ouais bah franchement j'ai même plus envie de dire ce qu'il avait dit, mais bref, il disait des trucs horribles sur les gens noirs aussi. Il était vraiment, il cumulait tout, il était antisémite, il était je sais plus comment on dit, mais vous savez les genre religieux, mais enfin, il était complotiste déjà, mais vous savez, genre en mode les gens qui pensent que la Terre est plate, ils croyaient aux extraterrestres. Enfin, il y avait que des trucs, genre vraiment, c'était toujours plus gros. Ça n'avait plus aucun sens, c'était horrible. Et je sais pas pourquoi, mais on est resté pendant genre 1h30 ou 2 heures, je crois, à avoir un débat avec lui, à essayer de lui dire mais mec, mais genre tu peux pas dire ça, tu vois. Et en fait, moi j'étais là genre mais tu peux pas dire ça, et je prenais un exemple et du coup ça le lançait sur un autre truc, et c'est comme ça qu'on découvrait que en fait de juste sexiste il était aussi raciste, puis aussi antisémite, et puis aussi complotiste, et puis si, et à la fin vraiment on lui a juste dit non en fait stop, on arrête, on s'est barré, enfin on était là, on veut plus avoir jamais de contact avec toi. Et c'était horrible parce que du coup on l'avait croisé dans cette petite ville où on savait que potentiellement on pouvait le recroiser. Mais ouais, rencontre la plus bizarre vraiment, parce que pendant toute la première partie de la soirée il avait l'air tout à fait normal, et c'est là que j'ai compris, vraiment ça m'a marqué, c'est là que je me suis dit mais putain en fait les gens, il faut aller creuser un petit peu, tu vois, genre des fois tu rencontres des gens, tu te dis qu'ils sont sympas, tu te dis qu'ils sont ok, et en fait non, t'es pas à l'abri de tes surprises du tout. Genre ça paraissait pas au premier abord, c'est ça qui m'avait vraiment marqué. Et ouais, je pense que ça c'est sûrement l'une des rencontres les plus bizarres que j'ai eues de ma vie. Est-ce que j'ai fait des nouveaux tatouages cette année et combien j'en ai en général? Je crois que j'en ai une vingtaine, mais je saurais pas dire exactement. Je m'amuse même plus à les compter. Et le seul que j'ai fait cette année, c'est ma petite hermine que j'ai fait ici sur mon bras. C'est une petite hermine bleue que j'ai fait en vacances en Bretagne cet été. Je vous mettrai l'Instagram de la tatoueuse à l'écran et puis en barre d'infos aussi si jamais ça vous intéresse. T'attendais-tu à devenir si populaire en 2019? Absolument pas. Même encore aujourd'hui, je n'en reviens pas en fait de l'ampleur que ça a pris et de tous les projets, de tous les trucs dingues en fait que ça m'a amené. Comme je vous dis, genre je suis fière et reconnaissante en même temps. Je sais que j'ai de la chance, je sais que j'ai travaillé aussi, mais je sais que j'ai quand même de la chance mine de rien, et c'est un truc de ouf. Et j'en reviens pas, je sais pas jusqu'à quand ça continuera très honnêtement, mais je compte bien en tout cas profiter jusqu'au bout, tant que je peux, parce que c'est ouf, merci. Ton avis sur les nouvelles chaînes de true crime, parce que c'est à la mode, et sur la psychophobie qu'on retrouve souvent dans le true crime. Alors, j'ai envie de dire, tout ce qui est le fait qu'on voit de plus en plus de chaînes qui parlent de true crime et tout, ça me dérange pas. Je pense que
Il y a plein de manières de parler du true crime et chacun peut apporter un peu sa patte à lui, donc même si peut-être qu'au bout d'un moment ça va devenir redondant, ceux qui font vraiment ça juste parce que c'est à la mode n'auront certainement pas l'investissement nécessaire pour voir leur chaîne suffisamment grandir. Et du coup, ceux qui y arrivent, bah écoutez, tant mieux pour eux. Et enfin, ça me va très bien. J'ai pas un sentiment de concurrence ou quoi. Je pense pas que s'il y a plus de créateurs, bah du coup, il y a moins de gens qui me regarderont. Enfin, je pense juste que chacun pourra trouver peut-être le créateur qui lui convient le mieux. Et enfin, c'est tout à fait ok, honnêtement. Pour ce qui est de la psychophobie, pour le coup, moi j'en ai pas trop conscience parce que comme je vous disais, j'écoute pas ce que font les autres créateurs. Mais j'ai envie de vous dire, bah justement, c'est des gens qui font ça un petit peu par intérêt, plus parce qu'ils pensent que tu peux te faire beaucoup d'argent, parce qu'ils pensent que tu peux avoir une chaîne qui va devenir très connue, parce que tu fais du true crime, déjà, bonne chance. Et puis, deuxièmement, bah voilà, du coup, c'est potentiellement des gens qui effectivement font pas ça pour les bonnes raisons, donc qui sont peut-être pas suffisamment formés ou éduqués à correctement parler de ces sujets-là. Bah écoutez, je pense que ça fera le tri en fait. C'est affreux de voir qu'il y a encore des gens qui stigmatisent autant les gens qui ont des troubles psychiatriques ou des maladies mentales et tout ça, parce que honnêtement, enfin c'est pas eux les plus dangereux. J'ai pas grand chose à en dire, comme je vous dis, je regarde pas ces contenus, mais je pense juste que bah les gens sauront normalement faire la part des choses et j'espère juste que ça fera pas trop de mal sur des esprits très jeunes qui seraient encore pas trop à même de prendre du recul et puis qui pourraient perpétuer du coup des mauvaises tournures, des expressions, des trucs psychophobes et alimenter des stéréotypes. Mais j'ose espérer que quand même, je pense, les plus visibles sur la plateforme sont quand même aussi des gens qui choisissent bien leurs mots et qui font attention à ce qu'ils disent. En tout cas, j'ose l'espérer. Ensuite, petit sujet un peu plus léger, films et séries préférées. Alors, je suis incapable de choisir que un truc à la fois, c'est pas possible. Mais films, j'en ai deux. Le premier film que j'adore, mais depuis que je suis toute petite, c'est Danse avec les loups de Kevin Costner. Ce film est incroyable, la version longue est vraiment très très longue. Mais je sais pas, je l'aime trop, je chiale de ouf à chaque fois. Et l'autre film préféré, je chiale de ouf aussi, c'est Laurence Anyways de Xavier Dolan. Donc c'est deux thématiques très différentes, mais un peu sur la découverte de l'autre et de soi au travers de tout ça, et que j'aime beaucoup. Et en série préférée, impossible d'en choisir qu'une, j'ai un espèce de podium, et pour moi elles se valent. Il y a Breaking Bad, Mr. Robot et Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad. C'est vraiment trois séries que je trouve incroyables. As-tu un hobby pour t'évader quand le true crime devient trop pesant mentalement? Alors, je dirais que j'ai pas un hobby en particulier, mais j'en ai plusieurs. J'aime bien tout ce qui est artistique et esthétique, dans le sens le maquillage, les cheveux, enfin les couleurs de cheveux, et faire ses ongles, les trucs comme ça. Ça c'est des trucs que j'aime bien, qui me vident bien l'esprit. Après, m'occuper de mon chat, honnêtement, je pense que je pourrais passer des heures à lui parler, à jouer avec elle et à lui faire des câlins, genre ça me dérange pas. C'est affreux. Et après ouais, comme je vous disais, je regarde plus trop de contenu true crime ou glauque en tant que divertissement, et je me change vraiment les idées avec d'autres trucs quoi. Mais je vous l'ai déjà dit 15 000 fois, mais ma série doudou c'est Friends, et genre des petits trucs comme ça qui font un peu se sentir bien. Mais en général ça va, j'arrive bien à couper, je trouve. Comme je disais, cette année il y a eu 2 vidéos qui ont été un peu plus dures mentalement. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Puis après, j'ai vraiment de la chance d'être hyper bien entourée, d'avoir des potes, d'avoir un mec adorable. Je me tourne aussi vers les autres, et ça me fait du bien de passer des soirées où limite je parle pas de moi. Ça me va très bien. Je préfère écouter et m'occuper des autres et discuter avec eux. C'est bien aussi. L'affaire non élucidée dont tu aimerais le plus connaître le coupable, l'affaire John Bennett Ramsey. Définitivement. Même s'il y en a plein d'autres, celle-ci c'est celle qui m'obsède le plus. Vraiment, genre, en plein milieu de la nuit et tout, je me pose encore des fois des questions, donc ça, ce serait bien, ça m'enlèverait un bon truc de la tête. Une autre question pour ceux qui vivent de YouTube, est-ce qu'on cotise pour la retraite? Désolée, ma question est bête. Non, t'inquiète, ta question est pas bête du tout, enfin au moins c'est un truc qu'on me pose pas souvent, et si, je trouve que c'est intéressant, parce que ça montre un petit peu ce côté mystérieux du travail de youtubeur. Alors oui, tu cotises pour ta retraite quand tu fais des vidéos, alors ça dépend de ton statut, mais moi là jusqu'à présent j'étais en auto-entreprise, donc oui, tu payes en fait des charges sociales, tu cotises tes charges, et du coup
ça comptabilise pour ta retraite. Tu payes tes impôts et tes charges sociales comme à peu près tout le monde, sauf que je pense que quand on est employé, c'est directement prélevé. Là, c'est un peu différent. C'est toi qui dois faire tes comptes, avoir un comptable, etc. pour bien pouvoir payer ça correctement, tous les mois ou tous les 3 mois, selon ce que tu choisis. Mais oui, ça marche aussi, heureusement. Ensuite, en moyenne, combien de temps passes-tu en recherche et en écriture? Comme je vous sors une vidéo par semaine, de toute façon, j'ai jamais plus d'une semaine pour le faire. Donc généralement, je vous sors la vidéo le samedi et si je peux, je m'accorde le dimanche de repos et ensuite, je commence à travailler le lundi. J'ai très souvent lundi un peu recherche de quel va être mon sujet et tout ça. Je commence à lire 2-3 affaires qui m'intéressent. Si possible, je commence, mais c'est rare que vraiment j'ai bien sélectionné. Mardi, mercredi, jeudi, je suis sur l'écriture, donc recherche et écriture en même temps. Le vendredi, je tourne, je commence à monter et je finis de monter le samedi, généralement très peu de temps avant que la vidéo soit mise en ligne, et ensuite rebelote. Je n'arrive pas à avoir plus d'avance que ça, malheureusement. Par contre, je compte pas mes heures, hein. Je sais pas, je fais pas 35 heures par semaine, ça c'est sûr, j'en fais beaucoup plus. Mais voilà, enfin c'est du matin au soir, généralement, je dirais. Je travaille de 10h du matin à 20h, 21h. Comme ça pendant, du coup, 6 jours sur 7. Voilà. Nous sommes sur un autre dilemme, un dilemme impossible, j'ai envie de dire. Chien ou chat, je ne ferai pas de choix. J'aime beaucoup trop les deux. Je ne peux pas avoir de chien en appartement là où je suis à Paris et tout. C'est très triste, honnêtement. J'aimerais beaucoup avoir un chien, mais comme je vous ai dit, de toute façon Kiki, je sais pas comment elle réagirait avec un chien, mais je suis pas sûre qu'elle kifferait, elle a pas envie d'avoir d'autres chats non plus avec elle. Donc bon, pour l'instant c'est chat, parce que voilà, madame est désormais ici chez elle, mais en vrai si je pouvais, je pense que j'aurais les deux. As-tu déjà ressenti de l'empathie pour un tueur en série? C'est une question plus dure qu'elle n'y paraît, je pense, parce que je peux pas dire que j'ai ressenti vraiment de l'empathie pour un tueur en série en tant que tel, genre pour ses actes et tout ça, rien ne les a jamais excusés dans ma tête, tu vois, je me suis pas dit genre il a tellement eu un truc triste que il a un peu le droit en vrai. Non. non. Par contre, ressentir de l'empathie pour un être humain, oui quoi, et il se trouve que les criminels sont aussi des êtres humains, donc ressentir de l'empathie pour l'enfant, l'adolescent parfois qu'ils ont été, et les souffrances qu'ils ont pu vivre et tout, qui les ont peut-être en partie amenés à faire ce qu'ils font, oui ça arrive, et même après coup tu vois, genre tu peux te dire même si cette personne était vraiment, faisait les choses les plus horribles au monde, vraiment les qui te révulsent le plus, il n'empêche que parfois c'est le mari de quelqu'un, c'est le père de certaines autres personnes, etc. Et donc ouais, tu peux ressentir une forme de empathie qui a ses limites, mais ça m'est jamais arrivé vraiment de me dire genre oh putain, vraiment le pauvre, je comprends pourquoi. Genre je comprends dans le sens mécaniquement, je comprends plus ou moins pourquoi, quelles ont été toutes les étapes et tout, mais non, j'ai jamais eu ce côté vraiment genre j'ai de la peine pour quelqu'un qui fait des choses comme ça. J'ai par contre beaucoup de peine pour les victimes et pour les familles des victimes. Ça, je pense que c'est ce qui me tient aussi, cette distance où je peux pas non plus me dire oh pauvre Albert Fish avec tout ce qu'il a vécu. Non, ça marche pas. Je sais pas, il y a un truc qui bloque quand même. On arrive enfin à la dernière question, je sais que cette vidéo a été très très longue, je vais essayer d'y répondre brièvement, c'est un truc plutôt léger, plutôt mignon je pense pour terminer. Quel métier tu voulais faire quand tu étais petite? J'ai commencé quand j'étais vraiment toute petite, je voulais être vétérinaire parce que je rêvais de travailler avec les animaux, vraiment c'était genre mon rêve comme ça de toute petite fille, vraiment genre en maternelle quoi. Et mes parents m'ont tout de suite calmée en me disant non mais en fait tu te rends pas compte, genre vétérinaire, je sais pas pourquoi ils ont dit ça alors que j'étais si petite, mais c'était genre mais tu te rends pas compte qu'en fait tu vas avoir tout le temps des animaux malades qui vont tout le temps mourir, ça va être horrible. Donc du coup ça m'est passé, forcément. Ensuite le rêve suivant c'était d'être paléontologue. Parce que Jurassic Park, et je sais pas, je l'ai vu assez tôt, je pense, je devais être au CP. C'est vraiment genre film que j'aime trop et tout, même encore aujourd'hui.
Donc ouais, j'ai voulu être paléontologue pendant très longtemps, mais tu sais, avec cette image de genre paléontologue, tu vas étudier les dinosaures de manière un peu fantasmée quand même, hein. Pas la réalité, je pense, de ce qu'est vraiment la paléontologie. Mais bref. Et puis ensuite, plus vers la fin primaire et surtout collège, mon rêve c'était d'être autrice. Donc c'est pour ça que je vous disais, genre c'est un truc de ouf parce que ça a fini par se réaliser beaucoup plus tard et je pensais pas. C'était autrice et scénariste. J'ai toujours eu beaucoup envie de travailler dans aussi l'univers un peu audiovisuel et tout. Genre être un petit peu dans la préparation de ce que va devenir un film et tout ça. Donc ça me plaisait vraiment. Et puis fin collège, je dirais. Ouais, genre quand on commence à te parler vraiment de ce que tu voudras faire plus tard. Donc 4e, 3e. C'était psychologue. Voilà, je m'étais mis en tête que je voulais être psy et travailler dans le carcéral. Donc finalement, vous voyez, un parcours qui ne m'a pas du tout amené à faire ce que je fais aujourd'hui, puisque mon métier, pour revenir sur cette toute première question au début, c'est d'être youtubeuse maintenant, chose que j'aurais pas jamais pu imaginer vraiment. Mais en même temps, qui m'a permis de revenir à ce côté psychologie, à ce côté criminologie et aussi à pouvoir écrire un livre, voire même peut-être des livres. Donc finalement, ça j'espère que ce sera peut-être le message que je peux un peu laisser pour la fin. La vie vous emmènera toujours par plein de chemins et parfois vers des choses vraiment que vous aviez pas envisagées et c'est ok. Franchement, tu finis par faire des trucs, c'est pas comme ça que ça devait se passer dans ta tête. Toi t'avais fait tes plans puis en fait les choses, vraiment la vie, les rencontres, les trucs machin font qu'il y a plein de circonstances qui peuvent tout chambouler et puis mine de rien, plus tard, si tu vraiment t'acceptes et tu prends le temps, tu te laisses un peu porter, mais en même temps t'essaies quand même de faire ton chemin, et tu peux revenir à certains trucs, mais par des biais détournés. C'est peut-être ça aussi je sais pas, l'épanouissement dont on parlait. Finalement, moi, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Si je peux essayer de terminer cette vidéo sur quelque chose de positif, malgré tout, c'est de vous accrocher. Je veux pas me poser en modèle ou dire que ma vie a pris une tournure absolument exceptionnelle. Non, je vous l'ai dit, il y a vraiment plein de trucs qui merdent aussi. Il y a des moments où ça va pas et c'était ok. Genre, il y a même des moments où j'ai beau, franchement, vivre peut-être la carrière de mes rêves, en tout cas celle qui me correspond le mieux aujourd'hui. Il y a quand même des jours où, franchement, genre, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de me lever. J'ai envie de tout laisser tomber et puis c'est pas grave, ça arrive. Mais juste tu te ressaisis à ta manière, à ton rythme. Et l'avenir nous le dira, mais vous verrez peut-être que vous aussi, vous serez un jour amené à faire un peu des trucs complètement inattendus et finalement dans lesquels vous vous éclatez. En tout cas, vraiment je vous le souhaite et je peux vous dire que, écoutez, ça va peut-être être mon vœu pour 2023 pour vous. Continuez à faire du mieux que vous pouvez. J'espère que d'une manière ou d'une autre, l'univers nous le rendra. Bon, allez, sur ces phrases hyper philosophiques que je vous ai faites, je sais jamais comment conclure les trucs, après je m'embarque dans des phrases trop longues, ça doit être insupportable. Ceux qui me suivent sur Twitch le savent. Très bon réveillon, bon nouvel an à ceux qui regardent cette vidéo juste avant le passage en 2023, et puis bon début d'année à tous les autres. Vraiment, je vous envoie énormément de love, de bonnes ondes pour ce nouveau départ, hein. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour une vidéo True Crime. Et puis, comme je vous l'ai dit, en janvier, en février, peut-être même mars un petit peu, ça risque d'être tumultueux, mais j'essaierai d'être le plus présente possible, vraiment. On se retrouve dans tous les cas ici sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Et puis sur Twitch, sur tous mes réseaux aussi, à savoir Twitter, tant qu'il existe, Instagram et TikTok. Voilà, j'essaye de poster le plus possible des trucs un peu différents par-ci par-là. Et puis, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where